Bon, chers amis, bonjour. D'être ici ce soir, grâce à Catherine Blin. Nous sommes dans sa commune et je suis très contente de venir faire une réunion de la Fédération du Front National des Côtes-d'Armor chez vous, plus vers l'ouest, puisqu'on ne vient pas souvent dans votre petit coin des Côtes-d'Armor. Donc je suis très contente de faire connaissance avec les adhérents qu'on connaît moins. Alors on se retrouve après les élections régionales qui ont été un grand succès. Comme vous le savez, même si évidemment on aurait pu souhaiter faire beaucoup mieux, mais nous sommes en Bretagne, nous savons que c'est la région de France la plus difficile, mais c'est déjà extrêmement bien le score que nous avons fait, et je voulais dire bravo à tous nos militants, à tous les colleurs d'affiches, à tous les distributeurs de tracts. Je ne vais pas les nommer tous, mais ils vont se reconnaître. Il y en a qui ont travaillé, mais admirablement, qui ont fait des kilomètres à pied pour que nous ayons 12 élus à la région. Alors, je suis ravie et je les remercie pour leur présence d'accueillir nos 3 élus du département des Côtes-d'Armor. Gérard Demélon, conseiller régional, qui était tête de liste. Catherine Blin, conseillère régionale, et Pierre-Yves Lopin, qui est déjà un ancien élu, puisque lui, il est déjà conseiller municipal depuis 2 ans. Ça fait 2 ans maintenant. Voilà. Donc on en avait une autre, mais elle n'est pas là. Et nous sommes très honorés de la présence parmi nous du président du groupe Front National à la région Bretagne, Monsieur Gilles Penel. Je salue également la présence, et je l'en remercie, de Monsieur Bertrand Iragne, qui est également conseiller régional et qui est en plus mon alter ego pour le Morbihan, secrétaire départemental du Morbihan. Monsieur Philippe Miaille, qui est également conseiller régional du Finistère et qui représente en plus au siège, qui est secrétaire des Français du Front National de l'étranger, et on a la chance qu'il habite en Côtes-d'Armor. Et nous saluons également la présence d'Émeric Salmon, qui est également conseiller régional. Voilà, alors sur 12, on en a près de la moitié là, aujourd'hui, c'est très bien. Oui, on a là la moitié. Et alors enfin, nous remercions de sa fidélité pour nous, pour les Bretons, de sa gentillesse parce qu'il se déplace dès qu'on l'invite, Monsieur Gilles Le Breton, que je suis ravie d'accueillir. Je le remercie infiniment de sa présence parmi nous. Vous avez quelqu'un d'une extrême qualité, c'est notre député européen au Parlement européen, député du Grand Ouest, donc la Bretagne fait partie du Grand Ouest. Et nous sommes ravis, et il va vous parler évidemment tout à l'heure, il va vous raconter tout ce qui se passe au Parlement européen et vous donner évidemment l'actualité. Mais d'abord, en tant que votre secrétaire départemental, je suis donc très contente d'être dans l'Ouest et je vais profiter de vous avoir devant moi pour vous faire part des quelques actions qu'on va mener pendant cette année. Exceptionnellement, année sans élection. Vous me direz ouf quand même, parce que ça fait évidemment un peu moins de travail, mais il ne faut pas oublier que les prochaines élections, ce sont les élections présidentielles, qui seront suivies par des législatives. Alors on a 16 mois devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 16 mois? On va évidemment pas se reposer sur nos lauriers, parce que nos lauriers ne sont pas extrêmement non plus d'une brillance infinie. Donc il faut continuer de travailler sur le terrain, continuer de labourer le terrain. Je voudrais finir mon maillage territorial. Nous avons 27 cantons en Côtes-d'Armor. J'ai réussi à avoir des bénévoles formidables pour 20 cantons. Donc j'ai 20 délégués de canton sur 27. Donc vous avez compris, il en manque 7.
Donc je fais appel aux bonnes volontés qui voudraient bien représenter le Front National dans leur canton. Alors je vais vous donner la liste des cantons qui manquent, tout simplement. J'ai personne sur Plestin-les-Grèves, Tréguier, Bégard, Ploufragan. Oui, mais enfin, tu en as deux. Tu en as deux, c'est en attente. Hein. Plaintel, Mur de Bretagne et Plérin. Dans ces cantons-là, je n'ai pas vraiment de délégué de canton. Alors, on pallie avec le voisin qui en a 2 ou 3 sous sa responsabilité, mais ce qui serait bien, c'est d'en avoir encore plus pour faciliter le travail, évidemment. Alors, 20, c'est déjà bien. Et je voudrais saluer le travail du canton de Rostrenain. Parce qu'à Rostrenain, ils ont pris une initiative formidable. Ils installent leur section cantonale samedi prochain, 6 février. Alors là, ils sont actifs comme tout. Donc je vais évidemment présider à ce lancement de la section cantonale de Rostrenain. Et il faudra qu'on fasse pareil dans tous les cantons, pour que le Front National grossisse, parce que c'est notre but, on fait de la politique, on est là pour mettre Marine Le Pen au pouvoir, et pour ça, il faut être sur le terrain. Alors, au siège, vous savez qu'au siège du Front National, ils travaillent, ils se sont mis en retrait des médias, comme vous avez pu le constater, ils font un gros travail de réflexion, de travail sur le programme, et j'aurai les directives à la fin du mois de février, où ils nous réunissent tous, et je vous ferai part, évidemment, des instructions qu'on recevra à ce moment-là pour travailler tout au long de l'année. N'hésitez pas à renouveler vos adhésions. Ceux qui sont en retard, la date de péremption, comme on dit, est inscrite sur la carte. Donc vous regardez votre carte et vous venez renouveler votre adhésion auprès de notre trésorier. Et vous avez également des tracts que vous pouvez prendre, et le journal de Gilles Le Breton qui raconte tout ce qui se passe, et donc vous pouvez vous servir à la sortie. À la fin de la journée, vous pourrez vous servir à la boutique, acheter des objets du Front National, des livres, le livre de Marine Le Pen, le livre des objets, des bics, des pins, un tas d'objets du Front National. Et nous faisons également une vente de crêpes. Des bénévoles nous ont fabriqué des crêpes pour votre dîner de ce soir. Ne partez pas sans vos crêpes. Alors, je vais laisser la parole au président du groupe Front National au Conseil régional de Bretagne pour 2 petites minutes pour vous présenter ce qu'il fait. Et je crois qu'il veut aussi également 2 ou 3 minutes. Hein. Je crois qu'il veut vous remercier aussi. Et ensuite, Monsieur Gilles Le Breton vous fera un vrai discours. Voilà. Chers amis, je suis très content de vous retrouver. Tout d'abord, nous sommes encore au mois de janvier, donc bonne année à vous tous, bonne année à vos familles, bonne année à nos terroirs, bonne année à la France et bonne année à notre présidente Marine Le Pen. Je voulais une nouvelle fois, j'ai déjà rencontré certains d'entre vous à Josselin, véritablement remercier tous ceux qui ont participé à cette formidable campagne des régionales. Je pense que nous avons pendant plusieurs mois, dans un territoire qui était, je parle à l'imparfait, j'insiste, qui était difficile, nous avons fait une campagne absolument exemplaire. Nous avons connu une mobilisation remarquable dans les Côtes-d'Armor et dans tous les départements bretons. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à votre mobilisation, la présence sur les marchés, dans les boîtes aux lettres, sur les murs, les envois de mails, les contacts. Nous avons été vraiment sur le terrain, nous avons impressionné nos adversaires, il faut le savoir, et nous avons aussi impressionné les médias. La victoire du Front National, d'atteindre un score jamais vu en Bretagne, 19% au second tour. Je vous rappelle que nous progressons entre les 2 tours, alors que nous étions en triangulaire, et qu'en triangulaire, quand vous êtes le 3e, ben c'est jamais simple. On gagne quand même près de plus de 30 000 voix entre les 2 tours. On atteint 19%, et surtout, nous faisons rentrer 12 élus Front National au Conseil régional de Bretagne. Et ça, c'est votre victoire, c'est la victoire des militants du Front National. Donc merci. Bravo pour ce que vous avez fait.
Je suis fier d'avoir mené cette campagne en votre nom. Je savais que lorsque j'affrontais à la télé Jean-Yves Le Drian ou Marc Le Fur, je savais que vous étiez avec moi, derrière moi. Et je disais à mes amis le 18 décembre, car le 18 décembre nous sommes rentrés pour la première fois au Conseil régional dans l'hémicycle à Rennes, je disais à mes amis, prenez bien conscience qu'avec vous rentrent au Conseil régional les 250 000 électeurs bretons qui ont voté pour nous. Voilà, c'est ça qui est important. Alors vous pouvez compter sur vos élus pour qu'ils vous représentent dignement, qu'ils donnent une image du Front National constructive et qu'ils soient fermes sur leurs convictions. Pendant cette mandature, nous allons avoir des séances importantes qui arrivent. Au mois de février et mars, les sessions budgétaires. Nous allons être très présents. Nous avons un groupe important à la région avec des moyens d'expression et des moyens pour faire marcher notre groupe. Et nous n'oublierons jamais qui nous sommes, pourquoi nous sommes élus. Si nous sommes élus, c'est parce que les électeurs du Front National ont voté pour nous, parce que le Front National nous a poussés, parce que vous étiez derrière nous. Donc, je vous souhaite encore une très bonne année 2016. Je reviens simplement pour terminer sur ce qu'a dit Odile. L'année 2016 est une année très importante pour le Front National. Certes, il n'y a pas d'élection. Je vous signale que nous avons quand même connu en 2 ans 5 élections. Hein, on l'a déjà oublié. 5 élections en 2 ans. N'oubliez pas qu'il y a eu la sénatoriale également, dont on parle moins, c'est la 5e que vous avez peut-être oubliée. Eh bien, nous allons nous poser du point de vue électoral cette année, c'est une bonne nouvelle. Par contre, nous allons devoir renforcer le Front National, faire du Front National une force qui va amener Marine à l'Élysée l'année prochaine, parce que c'est une obligation, nous n'avons pas le choix, la France n'a pas le choix pour s'en sortir, il faut que Marine soit élue présidente. Mais pour que Marine soit élue présidente, il faut que le Front National, cette année, pendant ces 11 mois qui nous restent, se perfectionne, recrute, devienne une véritable machine électorale capable de porter notre présidente à l'Élysée. Donc vous êtes tous mobilisés dans cette œuvre collective. Le mouvement compte sur vous. Dans quelques jours va se réunir un important séminaire de réflexion auquel Gilles et moi, nous allons participer puisque nous sommes membres du bureau politique. Vous en entendrez parler. Le Front National va réfléchir sur lui-même, sur son organisation, sur sa stratégie, sur son programme. Pourquoi? Eh bien, pour nous rendre encore plus performants. Mais c'est une œuvre collective qui, chaque militant doit le faire. Donc une année 2016 très importante. Bonne année encore à vous tous. Et merci au nom du Front National pour tout ce que vous ferez. Chers amis, c'est toujours un plaisir que de venir en Côte d'Armor. Grâce à Odile de Mélon, je viens très souvent puisqu'elle est très active, elle a l'amitié de m'inviter. La dernière fois, c'était à Perros-Guirec. Oui, moi ça risque de m'arriver aussi, Odile. Hein. La dernière fois, c'était à Perros-Guirec. C'était pendant la campagne régionale et on formait naturellement de grands espoirs. Ces espoirs ont été récompensés. On a vécu une année 2015 magnifique, avec 12 conseillers régionaux de la région Bretagne, ce qui est un score exceptionnel. Et je tiens à vous féliciter tous. Bien sûr, Gilles Pénal, qui a porté nos couleurs, mais également tous ceux qui étaient autour de lui dans son équipe, et dont plusieurs sont aujourd'hui présents, les conseillers régionaux. Et puis bien sûr, je n'oublie pas tous les militants qui nous ont aidés, vous-même, car nous ne serions rien, évidemment, sans votre aide. Nous ne sommes que vos porte-parole, il ne faut jamais l'oublier. Alors, je viens pour naturellement vous parler de l'avenir, du présent que je vis au Parlement européen, et puis de l'avenir qui nous attend. J'en profite pour vous souhaiter à tous, il est encore temps de le faire, une très bonne année 2016. Et cette année 2016 va être très importante, comme Gilles vient de le rappeler, parce que c'est l'année où nous allons réfléchir, nous mettre en ordre de combat pour préparer les présidentielles. Et en réalité, depuis plusieurs années que nous nous battons, depuis en fait 2011, année où Marine Le Pen est devenue présidente du Front National, notre objectif c'était celui-là, les présidentielles de 2017. J'ai eu la chance de faire la campagne présidentielle aux côtés de Marine en 2012, mais nous savions
qu'il était encore un peu tôt pour qu'elle réussisse. En revanche, la véritable échéance, elle arrive. Et donc, c'est très important. Alors, elle arrive et les choses se profilent assez bien pour nous, pour tout vous dire. Alors certes, il ne faut pas sombrer dans un excès d'optimisme, hein, il faut toujours être réaliste, mais si vous regardez objectivement la réalité, elle nous est favorable. Les idées du Front National progressent dans la société. Alors c'est un élément très important parce que l'histoire prouve qu'il ne peut pas y avoir de victoire électorale majeure sans avoir d'abord une victoire idéologique. Si vous prenez l'exemple de la gauche a développé ses idées libérales libertaires en mai 68 et en 1981, François Mitterrand gagne les présidentielles. Eh bien nous, compte tenu de l'état dans lequel est le pays, il nous faut aller plus vite. En 2015, nous avons constaté que nos idées étaient en train de l'emporter, plus personne ne peut sérieusement le contester. Eh bien dès 2017, il nous faut transformer l'essai. Alors pourquoi est-ce que je dis que nos idées progressent? Eh bien, tenez, on ne va pas chercher très loin un exemple, la démission de Christiane Taubira, il y a quelques jours. C'est un événement... oui. C'est un événement majeur en réalité, car Christiane Taubira a incarné tout le laxisme judiciaire dont nous avons souffert en termes de manque de sécurité. Je vous rappelle que Christiane Taubira, si elle a démissionné, c'est parce qu'elle était hostile à une mesure enfin un peu énergique en matière de sécurité, de justice, c'est la déchéance de nationalité des terroristes. C'est bien la moindre des choses. Et nous réclamons ça évidemment depuis longtemps. Alors pendant des années, il n'était pas question d'en parler, ça semblait vraiment quelque chose de monstrueux. Et puis là, d'un seul coup, comme vous le voyez, la droite s'est ralliée à nos idées, et puis maintenant, finalement, la gauche bascule à son tour. Et Christiane Taubira n'a pas pu supporter cette évolution, cette victoire de nos idées, et a préféré se retirer. Donc c'est extrêmement symbolique. Sa démission, c'est notre victoire idéologique, en attendant la victoire électorale. Et puis, rappelez-vous de ce qu'elle a fait auparavant tout de même. En termes de justice, elle est l'auteur d'une loi de 2014 qu'il faut rappeler parce qu'on a tendance à oublier. Une loi de 2014 qui permet aux juges de ne pas emprisonner les délinquants qui sont condamnés jusqu'à 5 ans de prison. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est entré en vigueur. Donc, à l'heure où je vous parle, quand un délinquant est condamné à 5 ans de prison, et il en faut pour avoir 5 ans de prison, eh bien, il y a possibilité, plutôt que de l'envoyer en prison, de lui infliger alors ce que la loi appelle une contrainte pénale, c'est-à-dire en fait pas de contrainte du tout, on le relâche, et puis sous prétexte d'un vague contrôle, c'est terminé, il est en pleine nature. Cette loi prévoit que d'ici 2019, c'est l'ensemble des délinquants qui sont condamnés jusqu'à 10 ans de prison qui sortiront. On passera jusqu'à 10 ans de prison. Et ça, c'est déjà voté. Ça va entrer en vigueur dans quelques années si on ne fait rien d'ici là. Donc, vous voyez, il y a un décalage extraordinaire entre cette loi qui était portée par Mme Taubira et la réalité que nous constatons tous. L'insécurité progresse. Nous en avons la preuve. Un rapport officiel vient d'être rendu il y a quelques jours. Et il montre que le nombre d'homicides a progressé de 16% par rapport à l'an dernier. Et les homicides, c'est grave, hein, ce sont les meurtres. Donc, ce n'est pas le moment de baisser la garde. Et avec une telle loi, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, il est très bon que Mme Taubira soit acculée à la démission, parce que d'une certaine façon, c'est aussi toute son œuvre qui se trouve implicitement condamnée de la sorte. Mais pour autant, il faut bien se rendre compte que ceux qui ont obtenu cette victoire, c'est les membres du Front National et uniquement eux. Les Républicains essayent, c'est des sortes de coucous qui essayent toujours de venir dans notre nid pour nous voler nos idées, les Républicains essayent de dire qu'ils sont à l'origine de ce succès. Pas du tout. Je vous rappelle que lorsqu'ils étaient au pouvoir, les Républicains, qui s'appelaient l'UMP à l'époque, ont voté une loi de 2009, qui était qui disait à peu près la même chose que la loi Taubira. C'était la loi Dati, qui permettait de relâcher tous les délinquants condamnés jusqu'à 2 ans de prison. C'était déjà le premier pas. Et ça, c'était Sarkozy, c'était Rachida Dati. Ces gens-là, ils ont la mémoire courte. Ils l'oublient aujourd'hui quand ils crient contre la loi Taubira. Donc, une fois de plus, nous constatons qu'il n'y a que nous, le Front National, pour défendre les intérêts de notre pays. Nous sommes face
à la gauche et à la droite réunies face à cette UMPS dont la réalité, évidemment, est aujourd'hui démontrée. Il n'y a pas que sur la justice que nous sommes en train de gagner, que nos idées s'imposent, en matière d'immigration aussi. Vous l'avez tous constaté, Schengen est en train de s'écrouler. Alors ça fait quelques mois qu'on s'en aperçoit, puisque les États de l'Union européenne, les uns après les autres, rétablissent le contrôle à leurs frontières. Or Schengen, justement, c'était l'abolition de ce contrôle aux frontières de chaque État. La Suède, par exemple, a compris très vite qu'elle était complètement submergée. D'ailleurs, entre parenthèses, ils vont encore plus loin. Vous avez vu que ces derniers jours, les Suédois ont annoncé qu'ils vont expulser 80 000 migrants. C'est un coup de tonnerre extraordinaire. Vous voyez, quand on entend en France, dans les médias, tous ceux qui sont porteurs de la bonne pensée, qu'il faut toujours faire preuve de générosité, ouvrir sans arrêt davantage nos frontières, eh bien prenons exemple sur nos amis suédois qui, eux, ont compris. Ils ont compris qu'on avait fait fausse route et eux, ils sont en train de faire le chemin qu'il faut pour revenir en arrière. Donc on est capable d'en faire autant aussi. Eh bien, en matière d'immigration, nous progressons parce que non seulement ces États pratiquent ce que nous préconisons, mais il y a mieux, l'Union européenne commence à flancher. Les ministres de l'Intérieur des 28 États européens se sont réunis, là encore il y a quelques jours, et ont annoncé qu'ils pourraient suspendre Schengen pendant 2 ans. 2 ans, autant dire toujours, hein, on ne reviendra jamais en arrière. Ça veut dire qu'ils sont en train de se rendre compte que Schengen, c'est une véritable passoire, ça n'est pas fiable. Et donc, là encore, ce sont nos idées qui gagnent. Le seul parti politique qui attaquait frontalement Schengen, et ça nous a valu d'ailleurs à nous aussi des attaques, c'était le Front National, et il avait raison. Et maintenant, de toute évidence, plus personne ne peut dire le contraire. Alors, quand je suis au Parlement européen, je peux vous dire que j'ai l'impression d'être chez les fous de ce point de vue. Parce qu'au Parlement européen, on est dans une bulle, en dehors de la réalité. Je côtoie des gens qui ne voient pas que la population s'inquiète de cette immigration massive. Et on est en train de voter des lois européennes à contre-courant. Alors ce qui est drôle, c'est que Schengen est en train de s'écrouler et que les parlementaires européens continuent, comme si de rien n'était, à essayer de perfectionner Schengen. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. On en arrive, nous, à rire en séance, parce qu'on est tellement surréaliste. Bon. Alors, je vous donne un exemple. Vous savez que les frontières extérieures de Schengen sont surveillées par des agents d'une agence européenne qui s'appelle Frontex. Bon, tout le monde a entendu parler. Et alors, les agents de Frontex, les pauvres, bon, ils font ce qu'ils peuvent hein, pour essayer de contrôler... Bon, mais ils ne sont pas responsables, c'est que des agents d'exécution. Et je les plains vraiment, parce que tout ce qu'a trouvé à faire le Parlement européen ces derniers temps, c'est de voter une directive européenne pour permettre aux migrants de porter plainte plus facilement contre eux. Donc ça devient vraiment risqué d'être agent de Frontex. Déjà, c'est pas agréable à mon avis, mais en plus c'est risqué. Ils vont se retrouver avec des procès sur les bras. C'est surréaliste. Évidemment, le Front National a tout fait pour s'opposer à cela, mais naturellement en vain, puisque, encore une fois, les parlementaires européens sont complètement coupés de la réalité. Alors, il y a encore mieux, c'est qu'ils sont en train d'imaginer une liste des pays sûrs. Alors, les pays sûrs, selon leur version officielle, ce seraient des pays vers lesquels il serait plus facile de refouler les immigrés. Alors, quand on a vu ça, on s'est dit, mais tiens, brusquement, peut-être quelque chose de raisonnable au Parlement. Alors, on a réfléchi quand même, et on en a parlé avec Marine Le Pen elle-même pour bien accorder nos violons. Et on est arrivé en fait à la même analyse. C'est ce qu'a trouvé le Parlement européen pour essayer de sauver le système Schengen. Parce que voter une liste de pays sûrs vers lesquels en théorie on va refouler les migrants, même si on sait que Frontex sera incapable de le faire, eh bien c'est une façon de dire à l'opinion publique, voyez, Schengen s'améliore, donc on garde Schengen. Eh bien nous ne voulons pas. Et donc on a décidé d'attaquer cette liste des pays sûrs et je me suis porté volontaire pour ça. Parce qu'encore une fois, nous ce qu'on veut c'est couler Schengen le plus vite possible et on ne veut pas que ce genre de faux semblants soit voté pour encore faire traîner les choses. Merci. Et figurez-vous que la semaine dernière, nous en discutions justement à Bruxelles, et donc j'étais chargé par Marine d'aller attaquer ce projet à coups de canon, et quand j'ai pris la parole, j'ai vraiment tout détruit en disant que c'était une tentative de sauver Schengen, que ça ne trompait personne, qu'il valait mieux être réaliste, constater que Schengen avait échoué, etc. Je m'attendais à prendre une volée de pois vert, pas du tout.
C'est arrivé dans l'indifférence presque la plus totale, c'est-à-dire que nos adversaires sentent bien que l'opinion publique s'inquiète et ne sont même plus prêts à défendre leurs projets quand on les attaque. Et vous savez finalement ce qu'ils ont décidé pour faire taire la polémique qui commençait à s'allumer. Eh bien, ils ont décidé de reporter la décision de faire la liste de pays sûrs à plus tard. Bon, donc, je crois que c'est gagné parce que plus tard, au train où vont les choses, il n'y aura plus de Schengen du tout. Donc, là, c'est gagné. Alors, ce qui était drôle, je tiens à vous le dire, c'était l'attitude de Rachida Dati. Rachida Dati, elle fait partie de cette commission dans laquelle on discutait de ça. Alors, elle est arrivée un petit peu en retard. C'est souvent le cas. Bon, à dire vrai. Alors, nous, on est toujours à l'heure. Moi et Marie-Christine Boutonnet qui est avec moi dans cette commission. Et donc, Rachida arrive un petit peu en retard et croyant que tout le monde était en train de soutenir activement la liste des pays sûrs, dit « Moi, je pense comme vous, c'est une excellente idée. » Sauf que, pas de chance, personne n'avait dit que c'était une excellente idée. C'était plutôt drôle. Alors, elle s'est aperçue, elle est quand même pas bête, au bout de quelques minutes qu'elle avait gaffé, donc elle a repris la parole. Et oui, finalement, moi, je pense comme monsieur Le Breton, c'est peut-être pas une très bonne idée. Donc, vous voyez, voilà, l'exemple typique de la politicienne qui change d'avis à 10 minutes d'intervalle, simplement pour flotter dans le sens de la majorité. Voilà, on est avec des gens comme ça. Il faut s'en rendre compte. Et encore, Rachida Dati, au moins, elle dit bonjour et au revoir, alors que la plupart des autres, ils nous font la gueule dès qu'ils nous voient. Donc, vous voyez, mais bon, c'est pas grave, ça nous motive encore davantage. Voilà, donc, vous voyez, en matière d'immigration, il n'y a rien à attendre de l'Europe. J'aimerais vous dire d'ailleurs à ce sujet un mot de la Turquie. Vous savez que ce qu'avait imaginé l'Union européenne dans un dernier sursaut pour tenter de sauver Schengen, c'était de passer un accord avec la Turquie pour persuader les Turcs de garder les migrants. Alors, c'est un accord catastrophique, catastrophique, parce que, on s'engage à donner 3 milliards d'euros à la Turquie, donc c'est vraiment un beau cadeau. Au début, on voulait donner 1 milliard. François Hollande disait qu'il n'y avait pas plus d'1 milliard. Sauf que Merkel a dit si, il faut absolument l'accord, allez, 3 milliards. Et comme d'habitude, c'est Merkel qui a gagné et Hollande qui a perdu. Quand Marine vous disait que Hollande, c'est le sous-chancelier de la province France, ben, vous voyez, c'est vrai. Il se laisse mener par le bout du nez. 2, c'est encore plus grave. On a proposé à la Turquie des visas d'entrée pour les Turcs en contrepartie de leur aide. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que les Turcs, qui à mon avis n'ont pas du tout l'intention de respecter cet accord, vont laisser comme d'habitude les migrants arriver. Bon, si vous voulez les arrêter, ils les arrêteraient déjà. La Turquie, c'est un grand pays, il peut tout à fait contrôler ses ports s'il le veut. Bon. Donc ils vont continuer à nous laisser nous envoyer leurs migrants, et nous allons avoir, en plus des migrants, les ressortissants turcs qui viendront quasi librement maintenant en France. Voilà. Et les Turcs, je vous rappelle, ils sont quand même plus nombreux que nous, les Français. Donc, vous voyez que c'est quand même pas un détail. J'ajoute une chose, c'est qu'il faut se méfier de la Turquie à l'heure actuelle. Le président Erdogan n'est pas fiable, à mon avis. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les médias en ont pas parlé tant que ça. Il est venu à Strasbourg rencontrer les Turcs de France. Et dans son discours, il a dit, et je vous assure que c'est vrai, la vraie civilisation, c'est la civilisation turque, ce n'est pas la civilisation européenne. Et il a donc conclu en disant aux Turcs d'Europe, ne vous intégrez pas, restez turcs. Eh bien ça, je considère, c'est presque un acte de guerre. Parce que nous, en France, on essaye malgré tout d'intégrer les étrangers qui sont chez nous depuis longtemps, et lui dit exactement l'inverse, et donc déjuge ce que nous tentons de faire. Donc j'estime qu'il n'y a plus rien à attendre de la Turquie, tant en tout cas qu'elle sera dirigée par Erdogan. Nos idées triomphent aussi, non pas seulement en matière d'immigration, mais en matière de valeurs. Alors, en ce qui concerne la famille, en ce qui concerne le mariage, nous sommes bien sûr, nous, favorables à une conception traditionnelle de la famille et du mariage. Et je dois dire que, en ce moment, nous marquons des points car la théorie du genre commence sérieusement à inquiéter. J'observe au Parlement européen que les partisans de la théorie du genre ont tendance à adopter ces derniers temps un profil bas. Je crois qu'il semble que l'opinion publique commence à s'inquiéter de toutes ces nouveautés qui consistent à déstabiliser en fait les fondements de notre civilisation. Je vous rappelle que la théorie du genre, c'est vraiment révolutionnaire. C'est l'idée selon laquelle, l'idée incroyable selon laquelle on ne naît pas homme ou femme, mais on le devient en le choisissant. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Quand on m'a dit que c'était ça, j'ai fait répéter une deuxième fois pour être sûr d'avoir compris quand même. Bon, alors, vous avez un rapport Rodriguez encore en 2015, rapport du Parlement, qui vous explique qu'il faudrait donc persuader les petits garçons de jouer à la poupée. Vous voyez, c'est la théorie du genre. Sans ça, c'est... Voilà.
Il faut mettre chacun en situation de choisir son sexe, de ne pas subir celui qu'il a eu à la naissance. Ce sont des délires. Alors évidemment, on fait du mal là-bas, parce que quand on prend la parole, on s'en moque beaucoup. Et je crois que l'élection d'eurodéputés du FN a fait beaucoup de bien au Parlement. Parce que sachez qu'il y a quand même beaucoup de députés raisonnables, dans toutes les couleurs politiques d'ailleurs, mais ils n'osaient pas, curieusement, se rebeller contre cette théorie du genre qui faisait figure de théorie officielle au Parlement. Et dès que quelqu'un s'y risquait, il était immédiatement diabolisé. Alors moi, j'ai eu droit à ce traitement. La première fois que j'ai eu M. Timmermans, le numéro 2 de la Commission, en face de moi, je l'ai attaqué justement sur la théorie du genre et sur la défense incessante des LGBTI. C'est-à-dire lesbiens, gays, bisexuels, transsexuels, intersexuels. C'est-à-dire que c'est une obsession intersexuelle. Ils en... Ah bon, je ne sais pas, écoutez, je préfère pas savoir. Mais ils sont obsédés par ça. Ils nous parlent toujours des LGBTI tous les jours, ils les affichent partout. Vous prenez l'ascenseur, vous êtes toujours affiché dessus. C'est une obsession. Donc moi, évidemment, j'ai contre-attaqué. Je dis, écoutez, il faudrait quand même parler de la majorité des gens. La majorité des gens, c'est pas ça, et on devrait s'occuper des vrais problèmes. Et j'ai attaqué comme ça Timmermans. Vous savez pas ce qu'il m'a répondu? Toute première fois que je le voyais, il m'a répondu en parlant de 1933. Année de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est-à-dire qu'il m'a comparé à Adolf Hitler. Vous voyez? Voilà. Alors moi, évidemment, ça m'a plutôt fait rire. Et nous sommes quand même 23, notre parole s'est libérée, et à force d'attaquer comme ça la théorie du genre, de la tourner en ridicule, ben je dois dire que beaucoup de députés d'autres partis commencent à en faire autant. La parole s'est libérée, et donc on est en train de gagner de ce point de vue aussi. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Quelque chose de... Alors vous avez vu que Sarkozy d'ailleurs, Sarkozy sur le mariage pour tous, vient de faire une faute politique énorme. Il vient de dire qu'il ne reviendrait pas sur le mariage pour tous. Sarkozy, c'est fini, officiel. Déjà, il était en difficulté, mais avec une telle erreur politique, on se demande à quoi servent ses conseillers, puisque lui, il a besoin de conseillers. Manifestement, il est tellement mauvais qu'il est incapable de penser quoi que ce soit à part lui-même. Et bien là, c'est terminé. Là, on est bien débarrassé. Je ne sais pas qui sera l'adversaire de Marine aux prochaines présidentielles, mais je crois sincèrement que ce ne sera pas Sarkozy. Nous triomphons aussi sur nos valeurs en ce qui concerne l'égalité homme-femme et la laïcité. Vous savez que c'est un discours que nous portons depuis longtemps, et nous le portons mieux que d'autres partis politiques, parce que nous sommes clairs, nous sommes attachés à ces valeurs, on ne veut pas transiger avec elles. Et ce qui s'est passé, là encore, il y a quelques jours, avec Najat Vallaud-Belkacem, est tout à fait représentatif de ce que la gauche, tout en affirmant ses valeurs, ne sait pas en fait les défendre. Ce qui s'est passé, c'est qu'un fondamentaliste était sur un plateau de télé face à Najat Vallaud-Belkacem. Il a affirmé qu'il ne serrait pas la main des femmes, ce qui est très grave, et face à cette preuve de sexisme, eh bien Najat Vallaud-Belkacem n'a pratiquement pas répondu, alors qu'elle est ministre. C'est-à-dire qu'elle nous a fait honte, à nous tous, puisqu'elle a donné l'image d'une France faible et incapable de se défendre face à une telle provocation publique. Donc ça, c'est très grave. Et chacun sait bien, et je n'arrête pas de le dire, que si ça avait été Marine Le Pen sur le plateau à la place de Najat Vallaud-Belkacem, eh bien évidemment, la réaction aurait été beaucoup plus vive. Chacun le sait bien, même nos ennemis ne disent pas le contraire quand je leur envoie ça en pleine figure. Voilà. Alors là aussi, on a marqué des points, parce que sachez que dans les rangs même socialistes, ça a provoqué quand même beaucoup de troubles. Parce que n'oubliez pas que le militant socialiste de base, bon, il est quand même attaché à l'égalité homme-femme malgré tout. Donc quand il voit que son représentant se laisse comme ça guider par le bout du nez, eh bien ça l'ébranle. Donc c'est là que nous pouvons surgir. Nous, on défend ces valeurs-là aussi, et nous les défendons vraiment. Parce que moi, je ne désespère pas que des électeurs de gauche nous rejoignent aussi. Nous devons viser tous les électeurs. Pas seulement nos électeurs, pas seulement les électeurs de droite, dont beaucoup sont en train de basculer pour nous, mais aussi les électeurs de gauche sur des choses symboliques comme ça. N'oubliez pas que les symboles, c'est très important. De même, nos adversaires, tout en prétendant qu'ils défendent mieux que nous les valeurs républicaines, eh bien, les ont en réalité très mal défendues. Que de fois, on a assisté à des imams qui prêchait le fondamentalisme ouvertement, sans qu'on ne fasse rien du tout. L'exemple emblématique, il est à prendre pas très loin d'ici, c'était l'imam de Brest. L'imam de Brest, pendant des mois et des mois, a prêché son obscurantisme.
donc à essayer de convertir des enfants qui écoutaient son enseignement au fondamentalisme, ce qui est très grave pour nous, c'est des terroristes potentiels à terme, hein, si on ne fait rien. Et il a vraiment fallu que nous hurlions, que nous protestions tous autant que nous sommes sur Internet, etc., pour que enfin on débarque cet imam fondamentaliste. Eh bien, vous voyez que là encore, si le FN n'avait pas eu un tel poids, je peux vous garantir que l'imam, il serait toujours en train de prêcher. Donc là encore, c'est une formidable victoire pour nous. Cette lutte pour le fondamentaliste, c'est nous qui le portons. Et puis, en matière d'enseignement, j'aimerais vous en dire un mot aussi, nos idées sont en train de progresser. Alors ça, c'est moins spectaculaire. Alors, on en parle moins, évidemment, dans l'espace public, il y a moins de scandales, mais c'est un mouvement de fond aussi. N'oubliez pas que Najat Vallaud-Belkacem, encore elle, a porté une réforme scolaire qui passe très mal chez les enseignants. Et elle passe très mal parce qu'elle met en cause en réalité la qualité de l'enseignement. C'est une réforme qui attaque les enseignements fondamentaux et qui tend à les remplacer par des matières nouvelles, des matières interdisciplinaires dont personne ne sait exactement ce dont il s'agit. Les premiers rapports qui ont été rendus sur cette nouvelle réforme montrent bien que beaucoup d'enseignants sont perdus, ne comprennent pas ce qu'on attend d'eux. Donc c'est un formidable gâchis humain. Et derrière tout ça, je crois que les enseignants ont compris que ce qui se joue, c'est vraiment une volonté d'égalitarisme, mais qui consiste à niveler le niveau des enfants par le bas. C'est-à-dire que la gauche est en train de comprendre que il y a des enfants qui ont plus d'aptitudes que d'autres, des enfants qui travaillent plus que d'autres, et qu'il est impossible que tous les enfants, quels que soient les efforts que l'on fasse, aient exactement le même niveau. Et bien dans leur volonté farouche d'égalitarisme forcené, ils se disent que puisqu'ils n'arrivent pas à élever le niveau des enfants, eh bien ils vont l'abaisser. Et comme ça, ils auront une forme d'uniformité. Et les enseignants commencent à comprendre ça. Ils sont très troublés parce qu'ils n'en sont pas encore en majorité à vouloir voter pour nous. Mais ils sont troublés. Il faut parler avec eux. Il faut leur donner notre acte et il faut bien leur rappeler que nous sommes pour un enseignement traditionnel qui met l'accent sur les matières fondamentales, en particulier le français, en particulier l'histoire de France. Il faut répéter ça sans arrêt et que nous sommes contre ces pseudo-nouveautés pédagogiques qui nous mènent en réalité dans le mur. Et, merci. Ce qui est très important, c'est que les derniers sondages qui sont parus montrent que les enseignants sont en train enfin de songer à voter pour nous. Nous venons de dépasser l'intention de vote de 10% chez les enseignants. Alors ça peut peut-être paraître peu, mais c'est beaucoup plus que tout ce que nous avions eu jusqu'à présent. Et sachez que le collectif Racine, qui est un collectif des enseignants patriotes, qui a été créé donc, par la volonté de Marine Le Pen et dont je suis vice-président, eh bien ce collectif Racine accueille de plus en plus d'adhésions. Donc non seulement les enseignants veulent voter pour nous, mais ils manifestent également leur volonté de sortir du bois, de se manifester en ralliant ce collectif Racine, qui est chargé de réfléchir justement au programme scolaire que portera Marine Le Pen en 2017. Donc là encore, nos idées progressent, nos idées sont en train de triompher et c'est très important parce que l'enseignement, c'est évidemment nos enfants et c'est donc notre avenir. Alors, je ne voudrais pas borner mon discours à vous parler des idées du FN. J'aimerais aussi évoquer brièvement la situation de notre pays et la mettre en relation avec l'Union européenne. Parce que je pense que si notre pays va mal, eh bien c'est en grande partie à cause de l'Union européenne et ça, il faut que chacun en soit conscient. Alors tout d'abord, le chômage, hein, vous le savez bien, les chiffres du chômage viennent encore de battre de tristes records. Il n'y a jamais eu autant de chômeurs en France qu'à l'heure où je vous parle. Donc quand François Hollande nous annonçait une inversion de la courbe du chômage, eh bien franchement, ça n'en prend pas le chemin, c'est complètement raté. Alors ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'au-delà de ses propres insuffisances, c'est l'Union européenne aussi qui crée cette situation. L'Union européenne, en ouvrant les frontières, n'a pas seulement laissé entrer les immigrés, mais a laissé entrer des travailleurs à bas coût, les fameux travailleurs détachés, qui nous ont pris beaucoup d'emplois. Parce que n'oubliez pas que ces travailleurs détachés, ce sont des travailleurs pour lesquels on ne paye pas les charges sociales françaises. On paye les charges sociales de leur pays d'origine, c'est beaucoup plus bas. N'oubliez pas non plus qu'il y a eu des délocalisations à cause du droit européen. Beaucoup
Beaucoup d'entreprises ont fermé leurs portes en France pour aller réouvrir dans d'autres pays de l'Union européenne, des pays d'Europe de l'Est notamment, où tout simplement la main-d'œuvre était moins chère. Et comme on a aboli toutes les frontières, eh bien rien de plus simple pour une entreprise, simplement pour accroître son profit, eh bien de quitter la France et d'aller dans un pays moins cher. Et tout ça, mine de rien, travailleurs détachés d'une part, délocalisation d'autre part, qui sont dus tous les deux à l'Union européenne, eh bien ça explique une bonne partie de nos difficultés. François Hollande n'est pas seul responsable. Hélas, les causes sont beaucoup plus profondes, et si on ne quitte pas l'Union européenne, eh bien on ne s'en sortira pas. Et puis, il y a pire, puisqu'il y a encore des secteurs dans lesquels on se croyait fort, c'est le cas de l'agriculture. Vous savez bien que la France est traditionnellement une très grande nation d'agriculture. Et là, on découvre depuis quelques mois maintenant, avec angoisse, que finalement, c'est une filière qui se porte très mal. Et là encore, l'Union européenne est extrêmement fautive. Si vous prenez l'exemple des producteurs de lait, il y avait un système qui n'était pas mauvais, qui consistait à fixer des quotas laitiers pour empêcher la surproduction et donc empêcher l'écroulement des cours du lait. Et ça permettait à nos producteurs de vivre. On a décidé de supprimer ces quotas laitiers malgré nos mises en garde au Parlement européen. Et on avait annoncé ce qui allait se produire. Et bien, ce qui se produit, c'est que le prix du lait s'effondre, évidemment, puisqu'il va y avoir une surproduction. Et du coup, les producteurs les plus fragiles, qui sont souvent des producteurs français, parce que nous avons de plus petites entreprises que dans certains autres pays européens, eh bien, vont s'écrouler. C'était écrit. C'était écrit, c'était évident. Et si les Allemands souffrent moins, c'est parce que les Allemands s'étaient préparés mieux que les Français à cette réforme. Cette réforme sert les intérêts allemands, elle ne servait pas les intérêts français. Sauf qu'au moment de voter, les seuls députés français qui défendaient nos agriculteurs, c'était nous. Tous les autres les ont trahis. Alors maintenant, ils peuvent aller les voir sur les barrages. Monsieur Le Drian, il peut aller dire « Ah, mes pauvres, je vous plains, etc. » Eh bien, les amis socialistes de Monsieur Le Drian, ils ont voté la fin des quotas laitiers. Il ne faut jamais l'oublier, il faut le rappeler à ces malheureux qui se font berner à l'heure actuelle. Si vous prenez les éleveurs de porc, eh bien, c'est pareil. Hein. Si les éleveurs de porc en Bretagne ont tant de difficultés, c'est en grande partie à cause de l'Europe. Puisque l'Europe a permis, via le système des travailleurs détachés, à nos concurrents allemands, de recruter massivement dans les abattoirs de porc des travailleurs détachés qui payent moins cher, qui payent 3 € de l'heure. Dans ces conditions, évidemment, le porc allemand est moins cher que le porc breton et nous envahit sans aucune peine. Alors vous me direz, nous, on aurait pu en faire autant, on aurait pu recruter les travailleurs détachés. Sauf que nous, c'est pas notre culture, voyez-vous. On a accepté de signer cette affaire-là, mais au fond, on rechigne à recruter des travailleurs détachés en France, alors que les Allemands n'ont pas du tout ces scrupules. Et puis, vous savez, la preuve que l'Union européenne est d'un très grand cynisme, c'est qu'elle n'a aucune intention d'aider nos éleveurs et nos producteurs de lait. Et vous en voulez la preuve? Lundi dernier, il s'est produit quelque chose de très grave. La Commission de Bruxelles a ouvert une enquête contre les syndicats agricoles français, notamment la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'ils auraient faussé la concurrence en manifestant l'été dernier pour obtenir du gouvernement des mesures d'urgence qui ont permis à beaucoup d'entre eux de tenir le coup. Eh bien, la Commission de Bruxelles est tellement inhumaine qu'au lieu de se réjouir qu'on ait pu au moins gagner du temps avant que plusieurs ne mettent la clé sous la porte, eh bien, elle est en train de persécuter les syndicats agricoles français. Et ça va aboutir peut-être à des amendes colossales, parce que le montant de ces amendes sera calculé en fonction des revenus de tous les adhérents de ces syndicats. Alors, franchement, en ce qui concerne la FNSEA et M. Belin, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Parce que Belin, figurez-vous, je le connais bien. Pendant les régionales, j'avais été à Paris faire un débat face à lui, au nom de Marine Le Pen qui ne pouvait pas y aller. Et Belin avait tenu un discours pro-européen, en disant il n'y a pas de salut hors de l'Europe, etc., etc. Et bien sûr que c'est un tort. Et moi, j'avais défendu la politique agricole française en expliquant que si on reprenait le contrôle de nos frontières, on pourrait plus facilement aider nos éleveurs sans que cela les empêche d'exporter, puisqu'à l'époque, j'avais pris l'exemple de la Russie. Il est évident que nous, on est tout à fait d'accord pour exporter vers la Russie. Mais là encore, je vous le signale, c'est l'Union européenne qui nous empêche d'exporter nos porcs en Russie. On a fait frapper la Russie d'un embargo absurde entre nous, totalement absurde. On a tout fait au Parlement européen pour en empêcher. Mais une fois de plus, ce sont les Allemands, et notamment le président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement, M. Brok,
hein, qui est un Allemand vraiment, alors lui anti-russe à un point que vous n'imaginez même pas, c'est eux qui ont provoqué ces extrémités, et maintenant on voit bien que le Parlement le regrette, puisque si vous suivez l'actualité, l'Union européenne commence à dire que peut-être on va mettre fin à l'embargo, etc. Mais malheureusement, pour beaucoup d'éleveurs, le mal est fait. Hein, le mal est fait. Donc n'oubliez jamais ça, l'Union européenne est largement responsable. Le TAFTA, je vous en ai parlé, c'est le fameux projet de traité transatlantique, et j'aimerais y revenir un peu plus, parce que là encore, ça illustre toutes les déficiences de l'Union européenne. Le TAFTA au Front National, nous pensons depuis le début, et c'était déjà un thème de notre campagne électorale lors des européennes, nous pensons que ça sera une catastrophe pour la France, alors notamment pour ce qui restera de notre agriculture. Parce que je vous rappelle que ça permettra aux produits américains d'entrer librement en Europe sans taxes douanières. Pour l'instant, il y a encore des taxes douanières. Là, il n'y aura plus de droit de douane. Donc ces produits entreront librement. Or, le problème, c'est que les fermes américaines sont des fermes géantes, qui produisent donc forcément à un prix beaucoup plus bas que nos propres éleveurs. En outre, aux États-Unis, vous le savez bien, il n'y a pas les mêmes normes sanitaires et environnementales qu'en Europe. Donc, c'est un peu comme si on s'apprêtait à disputer une course en ayant 10 kilos de charge sur le dos, alors qu'en face, ils ont 20 grammes, quoi. Donc, on n'a pas l'ombre d'une chance de gagner. Et la preuve que ce que disait le Front National est vrai, c'est qu'il y a quelques jours, décidément, il se passe beaucoup de choses en janvier. Hein. Vous voyez à quel point tout bouge. Un eurodéputé socialiste, moi ça m'a beaucoup frappé, un eurodéputé socialiste belge, M. Tarabella, que je croyais incapable d'avoir la moindre idée raisonnable, vient brusquement de se réveiller. Alors c'est un spécialiste d'agriculture, hein, donc il est pris très au sérieux. Et il vient de dire, il faut arrêter les négociations du TAFTA. Ça va être la catastrophe pour l'agriculture européenne. Qui en parle dans les médias français ? Moi, je le sais parce qu'on a les médias, on a des extraits de presse des médias de l'Europe entière au Parlement européen. Et Tarabella a été repris beaucoup, bien sûr, en Belgique, mais également au Royaume-Uni, dans la presse britannique. Chez nous, vous voyez, pratiquement rien. Eh bien, Tarabella se rend compte qu'on avait raison. Et il demande officiellement à ce qu'on arrête les négociations du TAFTA. Vous voyez quelle crédibilité ça nous apporte ? Nous étions les seuls à dire qu'il fallait arrêter ces négociations. Et je suis d'autant plus convaincu qu'il faut le faire que j'ai réussi, comme vous le savez, à aller à Washington dans la délégation de 8 parlementaires. Je peux vous dire que ça a été dur, hein, ils ne voulaient pas me laisser partir. Mais enfin bon, j'ai réussi à y aller et j'ai rencontré les négociateurs américains. Eh bien, ce que j'ai entendu, ça dépassait encore tout ce que j'imaginais. Ils se moquent de la France. Ils se sont moqués de moi parce que je représentais la France. Ils ont bien essayé que j'essayais de défendre mon pays. Bon, alors, je dis, c'est bien. Bon, quand même, ces Américains, ils sont très nationalistes. Ils apprécient qu'on défende son pays. D'ailleurs, sur les 8 parlementaires, je crois que j'étais le seul parlementaire à être respecté, au fond. Parce que les autres, ils ne comprennent pas du tout comment un Polonais, comment un Allemand peut, comme ça, parler au nom d'une entité abstraite qui ne représente pas sa nation. Hein. Ça les dépasse complètement, les Américains, je peux dire. Alors moi, au moins, je parlais au nom de la France. Donc moi, ils comprenaient. Eh bien, ils m'ont dit, vous les Français, vous n'aurez pas gain de cause. Parce que ce que vous pensez, par exemple, en termes de défense des appellations d'origine protégée, nous sommes très attachés. Vous savez que ça garantit la qualité d'origine de nos produits. Eh bien, vous qui y êtes attachés, me disait-il, vous n'êtes que 8 pays européens sur 28 à défendre ça. Et donc, vous perdrez. Et il a raison, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Et donc, je découvre, en allant aux États-Unis, que les négociateurs qui négocient au nom de l'Europe ne défendent pas véritablement les appellations d'origine protégée. Et vous savez qu'on est obligé d'aller aux États-Unis pour avoir des informations, parce que tout est secret en Europe. On n'a accès pratiquement à rien. Alors il y a une salle, il y a une salle qui est fermée, hein, bouclée à clé. Alors on est fouillé avant d'entrer, et là on veut bien nous donner accès à quelques documents, c'est pas les plus confidentiels, sauf qu'ils sont rédigés en anglais. Bon, alors quand on n'est pas totalement bilingue, c'est quand même très technique, vous comprenez. On n'a pas le droit d'amener un dictionnaire, des fois il y a des pages, je sais pas, truquées, bien. Et on est fouillé à la sortie pour être bien sûr qu'on n'a pris aucune note et qu'on n'a pas photographié, ou etc. Donc évidemment, vous voyez que c'est quand même une source d'information extrêmement restreinte. Alors, ceux qui parlent le mieux anglais d'entre nous, ils sont allés quand même, pour essayer d'y comprendre quelque chose, mais c'est un leurre. En réalité, ce ne sont pas les informations les plus intéressantes qui y sont, c'est pour amuser la galerie. Alors qu'aux États-Unis, au moins, quand je posais des questions, on me répondait, c'était l'avantage. Donc j'ai eu un certain nombre d'informations, et je peux vous dire que le TAFTA, c'est ce que dit Tarabella maintenant, hein, c'est vraiment extrêmement dangereux. Dernière chose qu'il faut aborder pour évoquer cette situation de la France, c'est la situation monétaire. Vous savez que
nous sommes très endettés. Et l'une des sources de cet endettement, ne l'oubliez jamais, c'est l'euro. Ne croyez pas que l'euro soit un bouclier. C'est tout l'inverse. Une grande partie de la dette est due au fait que nous avons été obligés de boucher les trous de pays qui vont encore plus mal que nous, notamment la Grèce. La Grèce, c'est un puits sans fond. On injecte des milliards d'euros, et donc il y en a une bonne partie de ces milliards d'euros qui sont en fait des milliards d'origine française, il ne faut jamais l'oublier. Et en pure perte en plus, puisque la Grèce va tellement mal qu'elle ne s'en sort absolument pas. La situation ne s'améliore pas du tout. Donc tant qu'on sera dans la zone euro, il faut bien retenir ça, nous continuerons jusqu'à ce qu'on ne puisse plus finalement, eh bien, à alimenter des pays comme la Grèce, qui sont des puits sans fond. Alors je ne leur jette même pas la pierre, je pense que la Grèce en grande partie est victime de la zone euro, puisque l'euro était une monnaie beaucoup trop forte pour son économie. Mais si vous voulez, ce n'est pas non plus une raison maintenant pour que nous entraîner dans la chute grecque. Je pense que ce que la Grèce devrait, mais malheureusement ils ont porté au pouvoir quelqu'un d'extrême gauche, M. Tsipras, qui n'est absolument pas à la hauteur, mais ce qu'il faudrait pour la Grèce, ce serait évidemment quitter de toute urgence la zone euro. Ils auraient pu le faire il y a 1 an, quand Tsipras est arrivé au pouvoir. La Russie de Poutine était prête, dans la mesure de ses possibilités, à l'aider, rien que pour ennuyer l'Union européenne, et il n'a pas saisi sa chance à ce moment-là. Il y avait une chance historique qui s'ouvre à la Grèce. Bien, nous, il faut qu'on quitte la zone euro, je vous le dis très clairement. Il n'y a pas d'alternative. Il faut quitter la zone euro. Nous ne pourrons pas redresser notre économie tant qu'on aura un tel boulet au pied, parce que l'euro, c'est un boulet que nous traînons. Nous sommes plusieurs pays engagés dans cette aventure, dont plusieurs sont dans une situation économique encore plus catastrophique que la nôtre. Ne l'oubliez jamais. Donc il ne faut pas s'imaginer que l'euro c'est bien parce qu'il y a l'Allemagne derrière. Non, non. Il faut voir tous ceux qui nous tirent par le fond. Et ça c'est beaucoup plus important, hélas. Alors, ça je vous le dis parce que ces derniers temps, la presse tente à accréditer l'idée que nous flotterions, que nous hésiterions, que nous garderions l'euro. C'est impossible. C'est impossible. Et parce qu'il semblerait qu'il y ait un cadre chez nous qui est dit plus ou moins qu'il fallait abandonner l'euro, ben moi je dis que ce cadre dit n'importe quoi. Et je peux vous dire qu'il faut arrêter de dire ça. Il faut quitter l'euro. Il faut revenir à une monnaie nationale qui ne sera pas le franc que nous avons connu, donc les prix ne vont pas être divisés par 6,5, rassurez-vous, qui sera un franc nouveau qui vaudra l'euro. Un franc nouveau égalera 1 euro. Ce qui fait que pour la majorité des gens, des consommateurs, ça ne changera rien. Ils auront toujours les mêmes prix, sauf qu'au lieu de les payer en euros, ils les paieront en francs. Ça, il faut l'expliquer, parce que les gens croient que toute leur fortune va être divisée par 6,5. Bien sûr que non, c'est pas ça que nous voulons faire. Alors, quel sera l'intérêt d'avoir une monnaie nationale? Ça nous permettra ensuite de la dévaluer pour relancer notre économie. Et notamment, nous la dévaluerons par rapport aux marques, si l'Allemagne, entre-temps, revient aux marques, ou par rapport à ce qui restera de l'euro et qui sera à ce moment-là clairement dominé par l'Allemagne. Et ça nous permettra d'avoir une monnaie plus compétitive, de doper nos exportations, et du coup, ça relancera l'économie. N'oubliez jamais que c'est exactement cette recette qu'avait fait le général de Gaulle en décembre 1958. Et c'est l'une des grandes explications pour lesquelles la France a été aussi prospère au cours des années 60. C'est la dévaluation réussie du général de Gaulle. Il faut quand même rappeler des recettes qui ont marché. L'euro, ça ne marche pas. La dévaluation du franc, ça a marché. Donc, vous voyez, il faut quand même, à un moment donné, être réaliste. Alors, la seule chose que l'on concède depuis toujours, on n'a jamais changé là-dessus, c'est les médias qui ont l'air de découvrir d'un seul coup l'eau chaude, c'est que si nos partenaires le souhaitent, on est ouvert à la discussion, on pourrait remplacer l'euro monnaie unique par un euro monnaie commune. C'est-à-dire qu'en plus des monnaies nationales que nous récupérerions, on aurait une sorte de monnaie chapeau qui s'appellerait toujours l'euro, mais qui serait une monnaie en plus et qui ne servirait que pour négocier nos exportations entre l'Europe et le reste du monde, et également les importations entre le reste du monde et l'Europe. Et ça, c'est un système qui n'est pas du tout nouveau, puisque c'était en réalité le système initial de l'euro. Du temps où l'euro s'appelait l'écu, eh bien l'écu était une monnaie commune. Et ça, enfin, d'après beaucoup d'économistes aujourd'hui, il aurait fallu d'ailleurs se contenter de ça. Ça aurait peut-être pu marcher. Donc nous pensons que ça peut marcher, et donc on propose de tenter l'aventure, si nos partenaires le souhaitent, pour garder un lien financier minimum, disons. Cela dit, quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais que nous ne voulons pas du tout que la France soit repliée sur elle-même. C'est pas du tout ce que nous voulons.
Demain, lorsque nous aurons conquis le pouvoir, nous voulons toujours, bien sûr, que la France entretienne de bonnes relations avec ses partenaires européens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dans nos cartons un projet d'Europe bis, en quelque sorte, que nous appelons l'Europe des nations. Ça nous permettra de mettre en commun des projets pour lesquels nous nous sentons un peu faibles lorsque nous sommes tout seuls. Par exemple, c'est le modèle d'Airbus, vous voyez. Qu'est-ce que c'est que Airbus, qui est une entreprise européenne extrêmement prospère? Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Airbus, c'est plusieurs États européens, dont la France et l'Allemagne, qui se sont réunis pour mettre en commun leur potentiel industriel et produire un avion qui maintenant est en train de conquérir le monde entier. C'est exactement cet accord entre États, ce modèle d'accord entre États que nous voulons généraliser. Et dans l'Europe des nations que nous préconisons, mais ça sera une Europe à géométrie variable, on mettra des projets sur la table, et ces projets, eh bien, les États que ça intéresse, y participeront librement. Ou pas, si ça ne les intéresse pas. On ne forcera personne, donc ça n'aura plus rien à voir avec l'Union européenne qui essaye de tout passer à la moulinette démocratique. Ça sera vraiment une Europe des grands projets. Et également une Europe de la culture, car nous pensons qu'il y a quand même une culture européenne. Il n'y a pas que des cultures nationales, bien sûr, on a quand même des points communs. Et nous mettrons en commun des grands projets, par exemple, pour développer l'apprentissage de nos principales langues européennes dans le reste du monde. Ça n'est pas fait malheureusement, en tout cas pas par la France à l'heure actuelle. Donc on pourra mettre de tels projets en commun. On organisera aussi un système de voyage de nos étudiants dans les principales universités européennes. Alors ça existe un peu avec le programme Erasmus, mais comme tout passe par le biais de la Commission, tout est bureaucratisé et ça ne marche pas aussi bien que ça pourrait. Voilà, donc vous voyez, une Europe des grands projets, une Europe de la culture. Voilà ce que nous voulons. Donc on n'est pas du tout pour un repli total. N'écoutez pas ce que disent évidemment nos adversaires. Alors ces quelques projets que j'ai esquissés, nous allons en discuter, je crois que Gilles l'a évoqué, dès la fin de cette semaine, puisque nous avons un séminaire dans la banlieue parisienne, un séminaire de travail où nous allons peaufiner notre programme présidentiel pour Marine Le Pen, et nous allons donc nous mettre très rapidement en ordre de bataille. Et ce que je souhaite, c'est qu'ensuite, très rapidement, sur les grands thèmes qui seront les thèmes de Marine en 2017, eh bien, on puisse vous adresser à vous militants des fiches qui vous permettront comme ça d'argumenter aussi, parce qu'on ne gagnera pas si chacun de notre côté, on ne fait pas l'effort de débattre, d'expliquer notre programme pour effacer les malentendus, expliquer ce que nous voulons vraiment. Et si on fait tous cet effort-là, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Alors, ça sera finalement le mot de la fin. Vous voyez que je veux terminer sur une note positive. Nos idées progressent, l'Union européenne est en difficulté, tout ce que nous avons souhaité est en train de se dessiner, et il ne manque plus maintenant que la cerise sur le gâteau. Et cette cerise sur le gâteau, ça sera la victoire de Marine Le Pen en 2017. Et je pense très sincèrement qu'il faut y croire. Nous pouvons y arriver, mais à condition de nous y mettre tous. Et c'est ce à quoi nous allons occuper cette année 2016. Je vous remercie. Merci beaucoup Gilles de ce brillant exposé comme d'habitude. Bon, maintenant je crois que vous pouvez aller vous restaurer parce que vous l'attendez avec impatience. Ça marchait pas? Alors donc, sortie avant que vous partiez, nous allons avoir une belle animation avec de la musique d'un de nos adhérents de Perros-Guirec, Monsieur Lepeuch. Trébordin, c'est à côté. Comme ça, ceux qui veulent danser pourront danser aussi à la fin. Et ne partez surtout pas avant d'acheter des objets, Front National et des crêpes pour dîner ce soir. Voilà, alors amusez-vous bien et bon appétit à tous.